Au large apparaît le Tahitien, unité de construction récente que les messageries maritimes ont mise en service sur la ligne de l'Océanie. Première escale depuis le canal de Panama quittée voici 2 semaines, nous allons mouiller à Papeete. Les voyageurs pressés opèrent à la jumelle la découverte de l'île Tahiti. La Terre approche. Cette tiare de pierre se nomme le diadème. Chaque touriste lui consacrera un cliché. Ce plan d'eau calme et bleu, la rade de Papeete. Franchissons la passe. Ce vaste trottoir madréporique arrête la houle de l'océan. Motu Uta, petit îlot corallien émergé au centre du lagon. Le soleil levant illumine le lagon et les pirogues nous accueillent. Les autorités du port ont pris passage sur la vedette. Mais la rigueur des formalités s'adoucit d'une présence féminine, une vainée, presque semblable à celles qui accueillirent Bougainville. Le navire va toucher le quai. De toutes parts, la foule accourt à l'arrivée. Premier coup d'œil sur le port de Papeete. Le navire achève son accostage, tandis qu'un groupe folklorique salue les arrivants par une démonstration de ses talents. La stupéfaction reste toujours aussi vive chez les passagers de chaque navire devant la chaleur et l'atmosphère de cet accueil unique au monde. Mais avant que le premier passager puisse descendre, l'invasion est immédiatement pratiquée par les 2 passerelles. Enfin, on met pied à terre. C'est un officier qui vient relever un collègue. Une jeune Tahitienne revenant au pays, au terme de ses études en Europe, et le spécimen typique du touriste. Une terre se découvre en flânant, suivons donc ces vainées languides. À quai, les goélettes ravitailleuses des îles. Chacune de leurs croisières pourrait s'appeler une aventure. Celle-ci vient d'arriver. On décharge le copra, produit industriel de la noix du cocotier. Cette métisse sino-tahitienne a sa voiture particulière. Un docker fait sa toilette. Des yachts de toute nationalité dont les propriétaires viennent périodiquement écouler leurs vacances à Tahiti. Après Gerbeau, le Toumelin, voici sur le pont de son côtre, le 4 vents, Marcel Bardiot, navigateur solitaire. Mais rester solitaire à Tahiti, c'est une autre histoire. Toute curiosité aux aguets, pénétrons dans la ville.
Les cyclistes sont très nombreux, surtout à 11 h et à 17 h lorsque cesse le travail. Les élégantes locales sont toute l'année dans cette tenue. Presque tous les magasins de l'Océanie sont à ceci. Le propriétaire chinois vous proposera pêle-mêle bicyclettes et fromages, soieries ou saucissons. Un coup d'œil sur le marché. Le marchand de glace, lui aussi, est chinois. Le marché est encore la de ligne des autobus appelés trocs qui desservent les districts. Presque tous les taxis sont de fabrication américaine. D'ailleurs, ne serait-ce que pour avoir ses aises, puisque voilà Proutini, le plus populaire des chauffeurs. La mendicité n'existe pas à Tahiti, et cependant nous y connaissons un clochard. Précisons qu'il n'est pas tahitien. Nos mouteuils, agents de police tahitiens, qui ne connaissent que leur règlement européen. Ils verbalisent beaucoup plus facilement que leurs collègues des continents, ce qui n'empêche pas les infractions. Ni les accidents. Ces agents-là ne sont pas tellement bousculés. À la mémoire d'un maître dont un fils vagabond erre dans la ville. Les fidèles sortent de la cathédrale et, comme partout dans le monde, on use du dimanche pour faire admirer la dernière œuvre de sa couturière ou de sa modiste. Voisinant avec l'église, une des plus florissantes affaires locales, la Banque de l'Indochine. Un garage qui peut s'enorgueillir du plus important débit de voitures américaines. Au premier étage de l'angle droit, l'hôtel Tahiti. Les cloisons intérieures sont en bois et ne montent pas jusqu'au plafond. Nous nous refusons à tout commentaire. Un cinéma, le Bambou, charpente de bois, revêtement intérieur en bambou. Une vainée subit le charme d'East Williams. La résidence et les bureaux du gouverneur. Le palais de justice, quelques membres du barreau appelés en ce pays, selon l'usage, défenseurs. La poste. Le super confort dans l'hôtellerie tahitienne. La sortie du temple, fidèle presque exclusivement indigène. Les petits chapeaux sont devenus grands. Confectionnés en écorce de bambou ou en palme de cocotier, ils sont souvent l'œuvre de celles qui les arborent. Ce cimetière est-il triste? Mais il faut le visiter la nuit de la Toussaint, entièrement illuminé aux bougies. Ce cénotaphe est la reconstitution d'un marae, hôtel des anciens temps sur lequel s'accomplissaient les sacrifices humains. Pour pittoresque que soit ce panorama, nous connaissons des lieux beaucoup plus gais. Ainsi, le Queen's Dancing fréquenté par les Européens. Le Col Bleu à clientèle militaire et autochtone. Le Moulin Rouge, détruit depuis par un incendie. Hors les murs de la ville, nous visiterons les Tropiques, hôtel-restaurant de première classe aux bungalows individuels, avec véranda, chambre et douche. On se restaure et l'on danse au bord même du lagon, où le clair de lune sur les eaux n'est jamais artificiel. Les orages non plus d'ailleurs. Le Lafayette, mort dans la journée, mais décelable à distance après minuit, de par la lumière et les bruits qu'il répand sous les cocoteraies. Danses européennes et locales s'y mêlent selon l'humeur de la clientèle et selon le degré d'imbibition. Allons, au point de médisance, voici un matelot français qui pense à autre chose qu'à boire. Dame Gast, quel succès lors du retour à Brest!
Hélas, bientôt c'est le départ, dont la perspective attriste les plus volages. Un séjour à Tahiti, ça marque dans la vie d'un homme. En voici un qui ne s'en remet pas. Les départs de Tahiti sont les plus pénibles qui existent au monde. Et tous ces marins n'oublieront jamais leur séjour en cette douce et accueillante Océanie. Partir, c'est pleurer un peu. Un peu plus loin, c'est un navire de la marine marchande qui part pour la France. Les nombreuses vendeuses de couronnes savent faire, il faut que leurs fleurs soient vendues avant que le navire pousse du quai. Reconnaissez que la coutume est charmante. Plus on possède d'amis, plus on est couronné. Un chirurgien fut enseveli sous les fleurs par ses anciens patients. Le voici. Bien que ces touchants adieux soient fort longs, le moment arrive, hélas, où il faut appareiller, quoi qu'il en coûte au cœur. Et croyez-moi, il en coûte. Peu d'individus peuvent affirmer avoir vu s'éloigner avec sérénité ce panorama doux à l'œil, ces visages amis, et entre ces visages, l'un au moins, dans les prunelles duquel se reflétait toute l'Océanie. Ce n'est que cela, et c'est tout cela le sortilège tahitien. Mais nous qui ne partons point, allons emprunter les cars pour visiter l'île. Voici les transports en commun à Tahiti. Parcourons la côte ouest. Cette verdure est éternelle. Le thermomètre oscille entre 33 degrés à midi et 18 degrés à minuit durant toute l'année. Une halte. On charge une pirogue destinée à un autre district. Pendant ce temps, un coup d'œil sur la plage de Punauia. Mais ne manquons pas le départ. Belle route, n'est-ce pas? Certes, mais ce goudronnage est récent. Voici quelques années, on roulait encore sur la pierraille. Un salut aux cantonniers tahitiens. Ne vous formalisez pas, ils sont en uniforme réglementaire. Dans le district de Paea, un étang en bordure de mer. Les chevaux, comme ailleurs concurrencés par l'automobile, sont montés ici sans selle ni étrier. Dans les districts éloignés, pour vous rendre en ville, pas besoin de faire signe au machiniste. Déposez, avant de vous coucher, un branchage sur le bord de la route. Vous serez éveillé au klaxon, et tandis que vous vous vêtirez, le truck attendra patiemment. Et comme cette manœuvre se répétera fréquemment, vous ne saurez jamais combien d'heures il vous faudra pour atteindre votre destination. Engageons-nous dans la presqu'île. Est-ce dans ce village que vous désireriez finir vos jours? Ces jeunes gens sont affables et pas encore influencés par la moderne civilisation. Heureusement, la coiffure en queue de cheval n'a guère franchi le Pacifique. Puisque nous en sommes à la coiffure, établissez vous-même le rapport entre l'hygiène et l'élevage de la volaille. La vallée du district de Teahupo limite la route de la côte ouest. Nous poursuivrons donc par mer pour contourner l'extrémité de la presqu'île. Pour prendre la mer, il faut une pirogue. Nous allons vous en construire une sur le champ. Arbre utilisé, le mailloret, communément appelé arbre à pain.
ou encore le manguier. On dégrossit le tronc à l'herminette et à la hache. La finition est plus délicate. On y ajoute 1 ou 2 bordées, puis le support du balancier. Le tout est assemblé à l'aide d'un lien en fibre de coco. Le balancier est en purao, bois spécifiquement léger. Le support arrière revêt une forme particulière destinée à ménager le passage de la pagaie. Après l'effort, la pose. Après la pose, la démonstration. Vainé et Tané sont aussi habiles à en user. Celles-ci, de retour de la pêche, vont aller se baigner en eau douce. Décomposé du plongeon tahitien, position verticale, jambes croisées sous le postérieur. Ne pas omettre de se pincer le nez. On se sèche. Ne nous laissons pas distraire par ces sirènes. Au revoir! Et tentons maintenant le difficile passage de l'extrême pointe de la presqu'île. Ce lieu se dénomme le Paris. Ici, plus de lagons, plus de routes, plus de bandes côtières. La mer est à l'accord de la montagne. D'acrobatique, le passage à pied devient impossible. Transportés on ne sait comment, des noix de coco ont germé dans les crevasses des rochers et donné naissance à ces curieux troncs. Nous ne dramatiserons rien, mais cet endroit n'est pas exempt de danger. Il n'avait d'ailleurs jamais été filmé. En effet, l'alternance de haut et de bas fond rend en toute saison la mer agitée et l'accès possible seulement aux embarcations de faible tonnage. On frémit en songeant à ce que serait la côte tahitienne si elle n'était protégée des assauts de l'océan par sa précieuse ceinture de corail. Après cette traversée très conditionnelle, nous retrouvons de l'autre côté de la presqu'île le dernier lagon de la côte Est. Dans ces parages vit un Européen surnommé l'homme nature, sans doute à cause de sa frugalité, mais encore à cause de sa tenue. Jugez-en, nous l'avons filmé à son insu à l'aide d'un téléobjectif, car la vue d'un appareil de photographie le rend furieux. Le décor s'adoucit dans ses contours. À nouveau, l'agréable quiétude des lagons et rivières. Entre autres qualités, les Tahitiens sont d'une propreté souvent ignorée des populations européennes. Ils aiment l'eau et se baignent fréquemment. Ce shampoing est quotidien, tellement plus sain et plus naturel que les méthodes compliquées pratiquées sur les continents. C'est dans ce cadre bucolique que nous lierons connaissance avec notre petite amie Hina. Si elle vous agrée, réjouissez-vous, elle ne nous quittera plus d'ici la fin de notre voyage. Ici, point de route, un imprécis sentier parallèle au rivage. Pas davantage de pont pour franchir les embouchures de rivières. Tantôt à pied, tantôt en pirogue, nous découvrons notre paradis.
Les cases sont espacées, les indigènes d'un type plus affirmé. Affables, ils nous offrent ce dont ils disposent. La nature est généreuse. Sur les récifs, nous trouvons en abondance une sorte d'escargot de mer dénommé mawa. Nous les consommerons accompagnés de noix de coco. La coquille brisée, la chair lavée, le mawa se mange cru, mais encore cuit sur la braise ou au four. Par cette étroite plage, le long d'un immense lagon, nous gagnerons le village de Taoutira, où s'ouvre la route de la côte Est. À l'ouverture de la vallée de Taoutira, un radier franchit la rivière. Lorsqu'il y a crue, les Tahitiens ne connaissent qu'une méthode, la patience. Pour peu qu'ils soient nantis d'une guitare et de quelques nourritures, le niveau s'est abaissé avant la fin des agapes. Sinueuse et accidentée, la route est taillée en corniche. À l'encontre de la côte ouest, cette côte est que nous découvrons est au contact direct de l'océan, parce que démunie de récifs protecteurs. Cette partie de l'île, exposée au vent dominant, est évidemment la plus humide, mais aussi la plus verdoyante. L'église du district de Itiya, au clocher enveloppé de verdure. Épousant les découpures du rivage, la route est taillée dans la falaise. Nous arrivons à la léproserie d'Orofara. Installé à l'entrée d'une vallée, le village est coquet et entretenu par les malades eux-mêmes. Il abrite une centaine de lépreux. Convenons que sur 60 000 habitants, le pourcentage est faible. De plus, la maladie est non seulement en voie de régression, mais vraisemblablement de disparition. En effet, depuis la découverte de la promine, on hospitalise pratiquement plus de lépreux. Les personnes charitables pourront leur envoyer des friandises ou encore des magazines, même peu récents, à cette simple adresse. Léproserie de Tahiti. À peu de distance de Papeete maintenant, arrêtons-nous près du Lafayette, où, sur une plage, quelques vainés trouvent la vie belle. Un bain dans une eau constamment à 28 degrés n'est pas désagréable. Cependant, les bains de mer ne sont pas prisés des Tahitiens. Ils préfèrent les rivières, plus fraîches et qui permettent l'usage du savon. Les plages tahitiennes sont souvent de sable noir, pas plus salissant que le sable jaune et offrant l'avantage de ne pas blesser la vue par réverbération. Le tombeau du roi Pomaré, dernier représentant masculin de la monarchie tahitienne. Un peu plus loin, le bain préféré du monarque et du prince.
avons bouclé le tour de l'île Tahiti. Sur la rade et la ville paisible tombe le crépuscule. Familiarisons-nous maintenant avec la vie traditionnelle des Tahitiens. C'est de préférence sur le bord de la mer que le naturel construit sa case. Il va couper dans la vallée le pistachier et le purao pour en faire l'armature et la charpente. Il n'utilise aucun clou. Les assemblages sont ligaturés à l'écorce de burao, lien végétal souple et résistant. Le burao est un arbre tropical très commun à Tahiti. Voici une édification plus importante, mais avec des poteaux en cocotier. Durant que les tanés établissent la charpente, les vainés tressent la toiture, constituée de palmes de cocotier sèches, puis immergées dans l'eau de mer avant emploi pour éviter que certains insectes ne s'y logent. Chaque palme de cocotier tressée est liée à la charpente. Elle est en quelque sorte la tuile tahitienne. Une telle toiture dure de 3 à 4 années. Lorsqu'elle est vétuste, l'indigène la remplace par une toiture neuve de même nature qui ne lui coûte que son travail. Même procédé pour les parois, les auvents et la porte. Les charnières également sont faites d'écorce de purao. Notre petite case est achevée. Elle a vue sur la mer, ce qui est ici le minimum exigible. Commencé le matin, souvent terminé le soir même, allons nous reposer. Pour célébrer cette merveille de l'architecture locale, un repas est organisé. Initions-nous à la préparation du four tahitien. Premier mouvement, creuser une fosse d'environ 1 mètre de diamètre. On y allume un bon feu de bois. Le feu bien vif est recouvert de pierres volcaniques qui offrent la propriété de rougir au feu sans se briser. Mais pour atteindre ce résultat, il faut compter 2 heures. Pendant ce temps, procurons-nous les aliments nécessaires. Tout d'abord, le poisson. Voici notre ami Poto partant pour la pêche. Il la pratique au harpon, mais de préférence la nuit. D'autres s'en vont pêcher à la ligne dans le lagon. Ce tané et sa vainée se partageront l'ouvrage. Lui utilisera le harpon, elle la ligne. Cette délicieuse enfant, maman tahitienne et papa français, va pêcher sur le récif. Mais c'est gênant le paréo. Et puis surtout, il faut montrer au popa le nouveau maillot européen acheté chez le Chinois. Les Tahitiens capturent du poisson à l'aide de bouts de ficelle. Les popas qui se livrent au même sport avec leur attirail perfectionné reviennent souvent bredouilles. En moins d'une demi-heure, ce n'est pas négligeable. Attention, ne marchez pas sur les oursins, la piqûre en est douloureuse. Sur le récif, le Tahitien ne connaît qu'un seul remède, faire pipi sur la plaie. Quelques spécimens des pâtés de coraux qui tapissent les lagons. Et un enfant de requin. Décidément, la plus belle pêche est celle de notre ami Poto. Rougets et paoros.
Voici un totara, poisson hérisson. Puis un varro, crustacé à la chair succulente. Rassemblés et vidés, ces poissons sont réunis sous 2 enveloppes végétales successives qui parfumeront le mets en cours de cuisson. On apporte des taros, légumes féculents, puis les ourous, fruits de l'arbre à pain, qui seront immédiatement épluchés à l'aide d'un coquillage scié en 2. Poto est universel. Sous l'eau comme sur les arbres, il est à l'aise. Les pieds sanglés d'écorce de purao, il va quérir des cocos. Cela paraît simple à observer, mais l'art est difficile. Encore faut-il compter avec le vent qui agite les palmes et fait balancer la tête de l'arbre. Le fruit est débarrassé de la bourre. Puis ouvert. L'eau des jeunes fruits est agréable à boire. Elle est rafraîchissante et légèrement sucrée. Ceux-ci sont mûrs et leur liquide est acidulé. Autrefois sur un épieu de bois très dur, aujourd'hui sur un fer dentelé, on râpe la chair du coco. On en extrait le lait en pressant le coco râpé dans de la fibre végétale. Notez que le coco ne contient que de l'eau et que le lait de coco n'est que le produit de la chair du fruit râpé et pressé. Un porcelet est sacrifié, égorgé, plongé dans l'eau bouillante et gratté. Ailleurs, on prépare le poé de papaye, dessert à base d'amidon et de fruits. Le poé de banane est confectionné de la même façon. D'abord cuites à l'eau, les bananes sont ensuite pétries avec de l'amidon. Ce poé est enveloppé dans des feuilles de bananier et ainsi prêt à être mis au four. C'est du manioc qu'est extrait l'amidon essentiellement pur qui entre dans la préparation de ces aliments. Voici le pied de manioc. Les gens chargés du four ont égalisé l'amas de pierres brûlantes, puis en ont prélevé quelques-unes destinées à faire cuire à part un autre dessert composé essentiellement d'amidon. Cette pâtisserie cuira au contact même de la pierre brûlante, ce qui lui donnera un parfum particulier. Ajoutez du sucre, du lait de coco et coupez avec des couteaux en bois. Mais voici le moment d'utiliser notre four. Sur un tapis de côte de palme de cocotier recouvrant les pierres échauffées sont disposés les aliments à cuire. On place d'abord le porc, puis les ourous, fruits de l'arbre à pain, les féis, sorte de bananes rouges seulement consommables cuites, les bananes ordinaires, les paquets de poé, le dessert tahitien, les légumes, igname, tarois, taro, heuil. Viennent les patates douces, les paquets de poissons, et
et sur des feuilles de hourou, les chevrettes, grosses crevettes d'eau douce. On peut ajouter encore poulet, canard, langoustes ou crabes. Simultanément à ces préparations, s'achève le tressage de nattes de feuilles de pourao, destinées à recouvrir les aliments. Les voici en place, elles-mêmes recouvertes de feuilles de hourou sèches. Coiffant le tout, une nouvelle protection rigoureusement étanche, faite également de feuilles de pourao dressées. Enfin, pour recouvrir l'ensemble, une couche de terre de 20 à 30 cm d'épaisseur, sans laisser le moindre orifice. Durée de la cuisson, 1h30 à 2h. C'est tout juste le temps utile à dresser le couvert sur des feuilles de bananier et des palmes de cocotier. Et à confectionner les couronnes destinées aux invités. Oui, à Tahiti, on offre les couronnes aux vivants. C'est tellement mieux. À cette cadence ouvrière, 2 heures sont vite écoulées. Voici les convives. Attention, les popas, ne marchez pas sur la table. L'ouverture du four est une cérémonie non dénuée d'émotion. Retrait de la terre, puis de la couverture étanche, et tous les aliments apparaissent cuits à point. Ne supposez pas que le porcelet ait une saveur de poisson ou que le dessert embaume les chevrettes. Nullement. Chaque mets a conservé son fumet. Ouverts, puis arrosés de lait de coco, les paquets de poé sont coupés en morceaux. Et je vous assure que c'est excellent. Tout le monde à table, enfin, si l'on peut dire. Mais il manque le chef de district et madame. Yaorana, les voici. Désirez-vous un peu de miti oué? Mais non, madame, voyons, cela ne se boit pas. C'est une préparation de coco avant maturité, mélangée à de l'eau de mer, et dans laquelle a baigné une chevrette, ce qui la fait légèrement fermenter. C'est d'ailleurs dans cette sauce que l'on plonge tous les aliments, porcelet ou poisson, volaille ou légumes. Si c'est bon, mais on s'en lèche les doigts. Non, le vin rouge n'est pas tahitien, mais il figure dans tous les repas et est très apprécié. Veuillez observer que les gobelets sont en bambou. Eh oui, chacun se sert et mange avec ses doigts. C'est bien plus mona mona, ou si vous préférez, plus naturel, plus savoureux. Après 20 années de séjour à Tahiti, les Européens font comme tout le monde. Le repas s'achève. Le vin rouge a créé l'ambiance. Et l'ambiance ici est musique et danse. Un fumeur a dû commettre une imprudence. Cette case, construite en une journée, sera détruite en 5 minutes. Notez que cela ne contriste personne. D'ailleurs, en dépit de la fragilité des demeures, les incendies sont extrêmement rares.
Un des phénomènes typiquement tahitiens est l'usure du temps et la perte de sa notion. C'est pourquoi la préparation des fêtes du 14 juillet prend plusieurs semaines. Ici, des Tahitiens s'entraînent au lancer du javelot. Leur adresse naturelle rend intéressante la démonstration. Un coco peut être atteint de plein fouet à 20 mètres de hauteur. La fête foraine n'est encore qu'officieusement ouverte. Il n'existe pas de battleurs professionnels en ce pays, et les baraques sont tenues par les plus entreprenants commerçants locaux. Germaine, la vedette des célèbres danseuses de l'île Pora Pora, vend pour la circonstance des billets de loterie à un Européen. Avouez que ces jeunes gens, membres de nombreuses sociétés sportives, offrent une prestance remarquable. C'est le 13 juillet que, suivis des danseurs, chanteurs, piroguiers et chefs de district, les corps constitués viennent présenter leurs compliments au gouverneur. La cérémonie se déroule dans le parc de la résidence, de même que la remise des cadeaux composés d'animaux vivants, fruits, travaux d'artisans et jusqu'à des pirogues. Comme les Latins, les Polynésiens sont sensibles à l'éloquence. Vêtu à l'européenne, le doyen des chefs de district informe le gouverneur que c'est le district dont il a la charge qui chante et danse le mieux, et, en traduisant mot à mot, qui remue le mieux le derrière. Vous saisirez pourquoi tout à l'heure. Une danseuse couronne le gouverneur, lequel est alors en mesure de déclarer officiellement ouverte l'époque des réjouissances, en même temps que celle des manifestations folkloriques. Elle débute par les courses de pirogues à voile en rade de Papeete, où la brise n'est malheureusement pas toujours suffisante. Balisé par des bouées, le parcours est relativement court, si l'on songe qu'autrefois les pirogues à voile sillonnaient le Pacifique. De nos jours, on imagine difficilement la valeur manœuvrière et l'endurance de ces marins voguant en haute mer sur de semblables esquifs. En fond de décor, l'île Moorea, la plus proche de Tahiti, à 11 000 environ. Et voici le champion du jour. Compétition de pirogues simples et doubles à la pagaie. Le départ est pris. Biceps, deltoïdes et dorsaux sont à l'épreuve. Ils le sont d'ailleurs depuis des semaines, car une course de pirogue est la moins improvisée des exhibitions. Observez la cadence et la symétrie des gestes. Comme leur tanné, les vainés également concourent. Voici le district vainqueur, Taotira. Il est rare que cela soit vaincu. En fin d'après-midi, défilé des pirogues fleuries. Avant la guerre, et même voici quelques années, les constructions s'offraient plus architecturales.
Mais ces élaborations représentent un labeur important et les récompenses ne sont plus en rapport avec le coût de la vie. Celle-ci représente un marae dont nous avons dit que c'était un autel destiné aux sacrifices humains. À l'arrière, le grand prêtre. Curieuse inspiration que d'avoir reconstitué le monument aux morts. Figure d'une pirogue de l'ancien temps. Sinon remarquable, voilà qui doit être remarqué, l'intérieur d'une vallée. Ce bambin de 4 ans a voulu aussi sa pirogue fleurie. Mais on ne peut jouer nuit et jour, et en Polynésie comme ailleurs, le marchand de sable vient toujours trop tôt. Les chants et danses commenceront le lendemain et se poursuivront plusieurs jours de suite. Un chœur dirigé se nomme un outé. Voici l'exécution d'un outé sous la direction d'un Tahitien mutilé de la guerre de 14. Les chants accompagnés de mouvements de bras se nomment aparima. Les gestes se rapportent à des travaux de la vie traditionnelle, chasse, pêche, déplacements en pirogue, etc. Et voici les fameuses danses polynésiennes appelées otea, interprétées par les groupes de chaque district. Les jupes de danse, appelées morées, sont faites d'écorces d'arbres, filées et peignées après de nombreuses préparations et procédés dont les Tahitiens détiennent la pratique. Le premier prix récompensant les meilleures danses et les plus saillants costumes est attribué au groupe de Pora Pora. C'était inévitable.
puisqu'ils avaient Germaine. Et c'est ainsi que vers le début d'août se terminent les fêtes du 14 juillet à Tahiti. Nous allons quitter un instant Tahiti pour effectuer un court voyage dans un archipel. Nous prendrons passage à bord de l'une de ces goélettes qui joindra en 2 ou 3 jours la première île du groupe des Tuamotu. La principale destination des goélettes étant le transport des marchandises, les passagers n'y sont que d'importance secondaire et partant privés de tout confort. Mais le Tahitien, partout à son aise, rit toujours de la mauvaise humeur des passagers paupards. Ce système de commodité ne vous laisse-t-il pas l'impression d'avoir été rajouté à regret? Ce n'est qu'un symbole, tout comme ce voile qui prétend à la bienséance. Sur la ligne d'horizon apparaissent les atolls, îles basses dont la surface affleure tout juste le niveau de la mer et bordée d'une ceinture de récifs. Nous franchissons la passe contre un courant violent. Et c'est par le lagon que nous aborderons le village. Mais il est des atolls ne comportant point de passe, ce qui oblige à débarquer sur le récif même à l'aide d'une baleinière, opération toujours délicate, souvent dangereuse, et cause d'accidents mortels. Une manœuvre manquée peut signifier baleinière détruite et noyade. Pourtant, les matelots tahitiens opèrent ces débarquements en chantant et en poussant des cris. À vide, la baleinière est relativement maniable. Pleine de copra, elle exige une poigne et un sang-froid qui ne s'acquièrent qu'avec les années. Atterrissons. Nous voici sur une plage de l'archipel des Tuamotu, dont les habitants se nomment les Paumotu. Il advient que ces îles basses soient ravagées par des raz-de-marée. Et l'on raconte que, pendant une tempête, les hommes attachèrent leurs vainés au tronc des cocotiers pour que la mer ne les emporte pas. Les habitations sont groupées autour du temple et de l'église. Le sol ne produit ni fruits ni légumes, et toutes les marchandises sont évidemment importées. Voici un garçon Paumotu et une vainée Paumotu. Pour accueillir les visiteurs, on exécute ces danses traditionnelles dont le rythme est plus rapide que celui des danses tahitiennes et les figures moins souples. Les épidermes sont plus colorés et les silhouettes plus sèches qu'à Tahiti. La vie impose plus de sobriété que partout ailleurs dans ces îles dépourvues d'eau autre que les eaux de pluie, recueillies dans des citernes de ciment. Mais en revanche, libres de leur personne et de leurs mouvements, sont ces enfants de la lumière, de la mer et du vent, qui ne connaissent que la vie calme et sans contrainte. Ces vastes lagons sont parsemés d'îlots. Qui donc n'a jamais imaginé cette Hébaïdes isolée, paradis réel, de par le calme et la douceur du climat? Vous voyez bien que le paradis existe. Cet Éden nous appelle, du doux frisli des palmes de ses cocotiers. Si nous y faisions un petit temps de sieste. Mais nous ne sommes pas les premiers à y avoir abordé.
Agréable surprise. Oh là, Vainé Pomotou, pourquoi vous enfuir? Nous vous trouvons très présentable. Ah, vous vouliez seulement vous vêtir davantage. Dommage. Et l'on fait connaissance sans plus de manière. Jadis, en ces terres, comme à Bali, les femmes allaient la poitrine dénudée. Mais la civilisation leur a appris que cette tenue uniforme était une exclusivité du paradis terrestre. Certes, le short et la casquette ne sont pas admises dans un tel décor. Mais nous sommes dans notre province, nous autres. D'ailleurs, nous serons rapidement mis au pas. Et voilà comment l'on devient Pomotou. À l'encontre de ce qui se voit presque partout à Tahiti, ici le sable est blanc. Là-bas, résidu de basalte. Ici, poussière de corail. L'hospitalité n'a pas perdu de son actualité, tout comme jadis, on offre aux visiteurs le peu que l'on possède. Le tour de l'île ne prend que peu de temps. C'est regrettable, la compagnie était agréable. Vainé à peau dorée, paroles accueillantes, gestes conciliants. Quelle invitation à jouir du spectacle, de la vie, du silence et de ce printemps éternel. Les rêves peuvent donc être réalité? Hélas, le monde est bien là, dans les entrailles de cette goélette dont les hommes ne voyagent point pour le plaisir, mais pour faire des affaires. Et nous-mêmes, étrangers égarés en ces îlots éloignés, nous sommes aussi reliés au monde. Et ce monde nous fait tellement peur que nous n'oserons jamais rompre avec lui. De retour à Tahiti, nous visiterons la partie de la population la plus heureuse de l'île, les enfants. Ces rejetons s'efforçant à l'ordre sont en majorité des métis. Hormis dans les îles éloignées, il n'existe pratiquement plus de Tahitiens de sang pur. Mais nous vous l'avons dit, tant de navires ont fait escale depuis 200 ans à Tahiti. Leur comportement nous montre qu'ils sont passablement émus par la présence des appareils de prise de vue. Mais dès l'école abandonnée, que sont les jeux de cette enfance du bout du monde? Grimper au cocotier, y cueillir un papéari, c'est-à-dire une fraîche noix de coco afin d'en boire le contenu? En auriez-vous fait autant, mesdames, à 11 ans? Durant que votre grand frère se fut livré à un temps de galop sur une monture dépourvue de selle et d'étrier? La plus fréquente détente, le bain de rivière. Et le pas de danse en honneur des visiteurs. À celle-ci, serait-il difficile de prédire l'avenir? Mais la sœurette ne partage point sa gaieté, car, selon la formule rituelle, ça fait honte, paye. Et notre bande joyeuse part ensuite en pirogue. Adieu, heureuse jeunesse des mers du Sud. Beaucoup plus calme que les petits enfants européens, voici la classe 1975, pas encore d'école. Mais n'est-il pas cruel de parler d'école ou de service militaire lorsque la nature généreuse vous entoure d'un pareil spectacle? On voit bien que ceux qui ont inventé la civilisation s'ennuyaient dans leur pays. Parlez-leur plutôt d'art. Et l'art, ici, c'est la chorégraphie. Jugez-en, ceux-là ont 3 ans. Le véritable trésor du Tahitien, c'est avant tout le cocotier. On compte plus de 100 usages différents de cet arbre merveilleux qui constitue de plus la principale ressource économique de l'Océanie. Les indigènes affirment que des cocos ont des yeux et qu'ils ne tombent que sur la tête des mauvais sujets. Il faut le croire, puisque les vainés s'installent en dessous sans crainte d'en recevoir sur la tête. Comment la noix de coco devient-elle du copra industriel? La terre étant particulièrement basse à Tahiti, on ramasse d'abord les fruits à l'aide d'une pique. Puis on les groupe.
La noix est ensuite fendue d'un coup de hache, puis l'amande est laissée au soleil pendant 2 jours, temps nécessaire à sa séparation d'avec l'enveloppe. On achève le décortiquage à l'aide d'un fer coudé. Les parcelles de fruits ainsi recueillies sont éparpillées sur des séchoirs à toiture mobile, pouvant être reclos la nuit ou par mauvais temps. Le produit est retourné à intervalles réguliers et si le beau temps a persisté, on obtient en 10 jours le copra proprement dit, d'une teneur en matière grasse de l'ordre de 80%. En sachet, le copra est alors prêt à l'exportation. Le résidu, appelé bourre, est utilisé pour la confection de cordes et de balais. Mais le véritable balai tahitien se fabrique avec les nervures, parfaitement sèches, de la feuille de cocotier. La palme de cocotier, comme le bambou, connaît de nombreuses destinations. Nous assistons ici à la confection, à l'aide de feuilles vertes, de paniers de toutes dimensions. Paniers qui serviront à la présentation des fruits sur le marché. Avec les toutes jeunes feuilles, on tresse des chapeaux. Quant à la noix de coco, elle nourrit et abreuve l'autochtone, mais encore une fois râpée, chiens, chats, poulets, canards, chevaux, porcins. Une autre richesse domestique, le bambou. Il en existe 2 sortes. Le bambou popa, c'est-à-dire importé, et dont la résistance autorise des services dans la construction. Le bambou tahitien, plus frêle, plus souple, mais plus facile à œuvrer, permet des utilisations plus délicates. Choisis bien secs, ils sont refendus comme ceci. Posée à terre, chaque partie est écrasée à l'aide d'un morceau de bois dur. La pression provoque alors une brisure longitudinale qui transforme l'écorce primitive en lamelles. Et comme pour le cocotier, intervient le tressage, qui fournira panneaux, parois, portes, auvents de cases. Voici un panneau en bambou tressé. Hormis les chapeaux, les gobelets, les éléments d'ameublement, voici une nasse entièrement en bambou. Mais sans doute la plus riche utilisation se présente-t-elle sous la forme de canalisation. Pour préparer cette plomberie polynésienne, il suffit d'énucléer les nœuds intérieurs avant d'emboîter les conduites les unes dans les autres. Sans dépenser un centime, on amène l'eau jusqu'au faré. Une habitation typique, cloison de bambou dressé et toiture en palme de cocotier. Une chaumière et un paradis, diront ici les jeunes mariés. Voyez ce cadre, cet horizon. Et ce couple de métis calédoniens tahitiens. Ils habitent la chaumière. À l'intérieur simple et toujours rigoureusement propre. Le sol est fait de corail pilé. La cuisine fait toujours l'objet d'une construction séparée. De même que la douche, presque toujours sans toiture. Et le petit endroit avec vue sur la mer. Autres architectures, autres habitants. Ici, des cottages habités par des métis aisés ou par des popas. Leur toiture est en feuilles de pandanus, autre végétal tropical particulièrement résistant. Cette métisse sino-tahitienne habite un confortable bungalow. Celle-ci estime que dans la civilisation, tout n'est pas à rejeter. À 8000 km de la Californie, un rappel du style hollywoodien. Mais il en est de plus sobre, comme cette calme demeure. Celles des Chinois sont encore plus rudimentaires.
L'Asiatique loge souvent dans une habitation exiguë et vétuste comme celle-ci. Mais il est précieux en ce pays, où l'on peut penser que, sans le Chinois, le marché serait dépourvu de légumes. Quel est l'Européen ou le Tahitien qui cultiverait choux, haricots, salades sur des pentes à 45 degrés et sous un soleil tropical? Qui transporterait l'eau à dos d'homme et débrousserait 10 fois avant de récolter? Seul le Chinois accepte de poursuivre, dans un opiniâtre silence, l'ingrat travail d'une terre peu généreuse. Celui-là livre le pain qu'il a authentiquement pétri à la sueur de son front, la nuit et sans moyens mécaniques modernes. Le Tahitien, cependant, que ne démonte aucune démonstration, vous répondra « Pourquoi tant travailler pour en arriver là ?» Cimetière chinois. Ayant souvent vécu son existence terrestre dans un taudis, l'Asiatique gagnera l'autre monde dans la propreté et le faste. Mais si le Tahitien se soucie peu des activités des Chinois, par contre, sa principale occupation est avant tout la pêche. Individualiste, il affectionne l'emploi de la pirogue, du harpon ou des lignes qu'il monte lui-même. Néanmoins, il ne répugne pas participer aux pêches effectuées dans un grand concours de population où l'on manie des filets de 3 à 500 mètres de long. Quelques pêcheurs plongent à l'intérieur et à l'extérieur du filet pour chasser le poisson dans la direction favorable. Lorsque le filet sera levé, chacun prélèvera une part de la prise. Le reste sera vendu au marché de Papeete. On peut ainsi en relever jusqu'à une demi-tonne. Très poissonneux dans les parages des îles peu fréquentées, le Pacifique est le véritable paradis des pêcheurs, et surtout des pêcheurs sous-marins. À vos yeux, des atourés, des orarés et des mulets. Vous voilà bien avancé d'avoir entendu ces appellations. L'important est que vous sachiez que tout cela est délicieux. Le poisson ballon, qui offre la particularité de se dégonfler et de se regonfler comme une vessie. Ces bateaux à moteur équipés de gaules en bambou quittent chaque jour le port de Papeete pour la pêche hauturière du thon et de la bonite. Le problème est avant tout de repérer le banc de poissons. Subtilité point à la portée du premier popas venu. Mais le Tahitien, qui navigue à l'estime depuis des siècles et dans le sang duquel roule du sel, possède des choses de la mer une notion mystérieuse et déconcertante. Les oiseaux de mer sont les aides du pêcheur. Par les mouvements du volatile, le pêcheur décèle la proximité de la proie. Puis il en attend confirmation. Très friand de la chair du thon, l'oiseau descend en piqué sur sa victime et d'un coup de bec arrache un morceau du dos. Curieux matériel, on utilise des hameçons montés sur nacre. La pêche commence. Plus une minute à perdre. Pour une fois, le Tahitien est convaincu que le temps est de l'argent et qu'il ne s'y est point de le gaspiller. La prise est assommée d'un coup de gourdin. Ils n'en prendront jamais moins d'une quarantaine de cette taille. Si le temps est favorable, la petite embarcation sera presque emplie. Sur les flots creusés par les vents alizés, le petit bateau tangue et roule fortement, et il faut une force et une adresse remarquables pour manœuvrer ces longues gaules, parfois chargées de prises atteignant les 15 kilos. Les poissons sont vidés au fur et à mesure, mais la tripaille n'est pas jetée à la mer pour ne pas attirer les requins. Puis ils sont lavés. Et l'on fume la cigarette bien gagnée. La prise du jour. Quelle sera sa destination? Les vainés vont nous renseigner. Celle-ci, revenant du marché, va se livrer sous nos yeux à la confection du réputé poisson cru.
cette époque, parmi les personnalités que le tourisme avait conduit jusqu'à Tahiti, figurait Sam Le Trône, cuisinier bien connu des gastronomes de France. En dépit de ses vastes connaissances en matière culinaire, il lui restait à apprendre comment se prépare le poisson cru. On coupe tout d'abord le thon ou la bonite en petits cubes. Le chef est attentif. En Europe, il n'aura plus de vaïnée instructrice à sa disposition. Aussi n'hésite-t-il pas, comme l'on dit, à mettre la main à la pâte. Mais la manière dont il s'y prend déride bien l'assemblée. Le poisson macérera 2 heures environ dans du jus de citron pur, additionné d'une poignée de sel. Pour être petits et verts, les citrons tahitiens sont plus riches en sucre et plus parfumés que les variétés des autres pays. Après avoir baigné dans le jus de citron, la chair du poisson apparaît presque blanche. Il faut alors la presser. Sam est impatient de connaître les résultats, mais ce n'est pas terminé. Ajoutons des tomates, puis des œufs durs, et enfin de l'ail, échalotes, persil et du lait de coco. Et notre préparation sera terminée. Et quelle que soit votre opinion présente, je ne connais aucune Européenne ni aucun Européen qui recula devant la dégustation d'une assiette de poisson cru. Sam peut enfin satisfaire sa curiosité. Laissons donc ce curieux Popa à méditer et partons vers le centre de l'île. Vallées et montagnes nous restent encore à découvrir. Après quelques préparatifs, nous nous lançons à l'assaut de l'Oroena, sommet inviolé que l'on aperçoit ici au centre. À 1000 mètres d'altitude au cours de la première journée, nous nous trouvons à la base de la mer de nuages. Si la végétation est ici épaisse au point d'en devenir bientôt fort gênante, nous ne risquons aucune rencontre insolite. Point d'animaux sauvages en Polynésie. Devant nous, la crête qui nous conduira jusqu'où une expédition précédente atteignit, sans pouvoir aller plus loin. Mais peu accoutumés à l'humidité ambiante, à la boue, et de plus lourdement et incommodément chargés, nos porteurs fatiguent considérablement. À 1700 mètres d'altitude, un de nos principaux campements. Notre source de breuvage et d'eau de toilette n'est rien autre que la pluie. C'est sur ce parcours que sur 6 porteurs, 4 nous abandonneront, vaincus par le froid et la fatigue. Nous devrons séjourner plusieurs jours dans ces parages sous une pluie torrentielle et battus par un vent violent qui maintes fois arrachera nos tentes, interdisant évidemment toute photographie. Enfin, par un matin plus clément, la pluie cesse pour la première fois depuis 13 jours, ce qui nous permet d'apercevoir la presqu'île, distante à vol d'oiseau de 30 km. Nous n'oserions prétendre établir quelques rapports entre les grandes ascensions d'échelle internationale et nos péripéties sur ce sommet polynésien. Il n'en est pas moins vrai que nous nous sommes obstinés là où 6 autres expéditions avant nous avaient tenté et renoncé. À la brusque déclimatisation s'ajoutait la mauvaise qualité d'un terrain friable que le brouillard rendait parfois semblable à un fond sous-marin. Et cette perspective de mer lointaine brisait notre courage. Sur ces crêtes excessivement étroites, repérer une surface où élever les tentes nous posait un problème toujours redouté. Le vide était là, autour de nous, dissimulé par la végétation. Il nous fallait maintenant franchir l'obstacle où nos prédécesseurs s'étaient arrêtés. Une crevasse aux parois verticales et friables. Vous allez voir sur la prochaine scène, en haut et à gauche, un bloc qui s'en détache. Brouillard de nuages, humidité ambiante, froid pénétrant, pluie intermittente,
coup de vent nous obligeant à abattre notre tente. Visibilité souvent réduite à 15 mètres et, à quelques centimètres de nos pieds, 1000 mètres de vide à la verticale. Ne pouvant nous fier à la résistance de la roche, nous nous efforcions de détecter des arbustes d'apparence assez solides pour y nouer les 400 mètres de cordage qui furent nécessaires depuis cette crevasse jusqu'au sommet. Mais ces arbustes prenaient racine dans un humus pouvant atteindre 2 mètres d'épaisseur, et à ce point amollis que nous-mêmes y disparaissions parfois à mi-corps. Nous approchions cependant du sommet. 8 heures remplies de manœuvres et de craintes, 8 heures à sentir un crachin glacial nous pénétrer jusqu'aux os furent nécessaires pour fixer cette dernière rampe de corde. Deux semaines d'efforts, le transport à dos d'homme de 150 kg de vivres et de matériel, 500 mètres de cordes de chanvre et l'aide de 2 porteurs furent nécessaires pour vaincre l'Oroena. Et avec lui la tempête qui, soudainement éloignée, nous cède la place sur un sommet lumineux. Nous n'osions en croire nos yeux. De ce belvédère de l'Océanie, le spectacle était indescriptible. Mais déjà, les nuages se reformant, il nous fallait envisager le retour, non sans avoir authentifié notre victoire des insignes de fortune dont nous disposions et qui furent aperçus le lendemain à la longue vue des observateurs postés sur la côte. Cette fois, atteint à ses 2241 mètres, l'Oroena s'était laissé vaincre. Cependant, le lieu restait peu hospitalier. Blessés partout, aux jambes, aux mains et au visage même, nous avons hâte de retrouver la chaleur, l'air sec, l'eau tiède et le linge propre. En chemin, nous capturons un noa, oiseau nocturne logeant dans l'humus spongieux. Ce palmipède descend chaque nuit chercher sa nourriture à la mer et regagne son nid au petit jour à 2000 mètres d'altitude. Les vivres que nous avions été contraints d'abandonner à l'aller nous sont une providence sur le chemin du retour. Et c'est sans hostilité que nous contemplons maintenant le but atteint de notre entreprise. De retour sur la côte, nous retrouverons avec plaisir le riant paysage tahitien. Ce décor paradisiaque nous attire. Allons découvrir les charmes de nos fraîches vallées. Soleil, verdure, eau jaillissante et bondissante. Tout est conforme à la description qu'en donnèrent les découvreurs de terre. 100 mètres de chute libre, lieu idéal pour le bain, et peuplé de nymphes. Si le métissage a parfois corrompu la morphologie polynésienne, il a aussi fourni d'agréables impromptus. Que pensez-vous de celle-ci, messieurs? Mais rassurez-vous, mesdemoiselles, à Tahiti, il y a aussi de fort jolis garçons. Quelques femmes portent encore une coiffure à laquelle il serait sacrilège d'attenter.